Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis levé ce matin assez tôt et je me suis dit, on va en profiter de la matinée pour finir une peinture, là, la peinture que j'avais commencé. Là, je pense que je suis sur la bonne voie de terminer aujourd'hui. Je crois que ce sera même la dernière vidéo sur la peinture, là, en ce moment, parce que là, j'ai pas mal produit ces derniers temps. J'avoue que là, je commence un peu à saturer. Je vais reculer un peu la caméra. Là, je commence un peu à saturer, là. Donc, comme je disais la dernière fois, c'est pas parce qu'on aime bien, on a une passion qu'il faut s'obstiner. Enfin, si, il faut s'obstiner, mais il faut se prendre du temps de repos aussi. Ça sert à rien de se rendre malade. Donc, alors on va continuer. Là, vous voyez mes pinceaux, ma palette. Là, c'est toujours le thème, c'était l'Atlantide, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Tarte et sauce. Donc, on va continuer, on va faire les petites retouches qui manquent, et puis je crois que ce sera fini pour ce matin, normalement. Alors, on va faire ça ensemble. Là, je vais mettre un peu de jaune. Là, j'ai constaté. Alors, j'ai constaté ce matin. Alors, du coup, j'en ai parlé à mes proches. Ils trouvent ça sympa, plutôt sympa. Bon, on m'a dit que ça manquait plus de luminosité. C'est vrai qu'il y a des endroits où ça manquait plus de luminosité. Donc, ce que je vais faire, vous voyez ici, je vais suggérer par endroits comme une sorte d'aura lumineux, qui émane de la cité. Comme s'il y avait des lumières allumées, quoi. Vous voyez, la cité n'est pas encore... ne s'attend pas vraiment, on va dire, entre guillemets, à ce qui va lui arriver, même si elle a la tête dans les... même si elle a la météorite passe tout près, mais on va dire que j'ai suggéré qu'elle n'était pas encore... entre guillemets, elle n'est pas encore avertie, donc donc je vais mettre des lumières... pas des lumières, mais comme un effet de clarté qui sort un peu là, de la cité, parce que sinon ça faisait trop sombre. Et puis c'est bien de voir que alors soit ça peut être le reflet de la comète, on peut interpréter ça comme ça, ou soit c'est tout simplement des lumières de la ville. Ouais, c'est pour suggérer en fait des... Alors je vous avoue que moi il y a un peintre qui m'a beaucoup influencé, ouais, on va dire influencé, hein, on n'a pas peur des mots. À l'époque c'était que j'aimais, et que j'aime toujours bien, mais surtout à l'époque j'adorais, c'était Jérôme Bosch, le peintre flamand. Jérôme Bosch qui lui peignait, adorait peindre des espèces de... dans les fonds, là, des espèces de lumière qui sortent des ténèbres comme ça. Lui, il était spécialiste dans ce style. C'est vraiment excellent, quoi. Jérôme Bosch, alors ça a été sous-estimé par les... Pas dire sous-estimé, mais il y a une époque où Jérôme Bosch, c'était pas très apprécié, parce que... surtout à la Renaissance, parce que bon... Alors que Jérôme Bosch, c'est quand même un peintre, on va dire, de la Renaissance, presque. Ou fin Moyen-Âge, parce que Jérôme Bosch, il a commencé à peindre vers fin 1400, donc on n'était plus trop dans le Moyen-Âge, dans le bas, je sais plus si c'est le haut ou le bas Moyen-Âge, on était à la fin du Moyen-Âge à ce moment-là. Mais Jérôme Bosch, visiblement, c'est un gars qui n'avait jamais quitté son coin, qui était toujours resté dans sa ville qui s'appelait Bois-le-Duc. Et on sait très peu de choses sur sa vie. Bon, on sait qu'il avait des ateliers, qu'il avait un atelier, qu'ils étaient graveurs et peintres de père en fils. Et donc, il a eu des héritiers qui lui ont succédé, mais disons que, à mes yeux, ça n'a jamais eu la qualité de ce que lui faisait, quoi. Je sais qu'il y a eu à un moment un Bruegel d'enfer, qui est venu plus tard, un Bruegel le jeune. Mais il y a eu un Bruegel aussi, plus vers 1700, je crois, un truc comme ça. Mais là, c'était plus du tout la même chose. Le mec, il peignait plus
des forêts, des animaux, un peu style rococo, quoi. C'était plus kitsch, quoi. D'ailleurs, j'avais été voir à l'époque l'exposition qu'il y avait à Paris, à la Pinacothèque, qui s'appelait La dynastie des Bruegel. Et dedans, il y avait quelques tableaux de Jérôme Bosch. Ah oui, en fait, je vous parlais de Jérôme Bosch, je suis en train de me... Excusez-moi. En fait, j'ai Jérôme Bosch, mais je mets dedans Bruegel l'Ancien aussi, parce que Jérôme Bosch a très influencé aussi un peintre qui s'appelait Bruegel l'Ancien, qui est venu à peu près un petit peu plus tardivement que Jérôme Bosch, mais qui a fait des super trucs aussi. Mais finalement, il s'est inspiré, mais quand on regarde bien, c'est pas vraiment la même chose encore. C'est pas tout à fait la même chose que Jérôme Bosch. C'est différent. Bruegel, c'est plus. Il dépeint plus des scènes de la vie quotidienne de ce qui se passait à cette époque-là, quoi. Donc des scènes de banquet, de patinage sur la glace. C'est sympa, hein, c'est très beau, Bruegel l'ancien. Il y a un autre artiste que j'aime bien aussi, c'est. Comment il s'appelait celui-là Oh merde, un graveur. Oh, je sais plus. Ah, j'ai plus son nom. Il est très connu. Il est très connu aussi. Un graveur flamand. Oh là là, je sais plus son nom. Albrecht Dürer. Donc quand on regarde Albrecht Dürer, bon, ça n'a rien à voir, mais aussi il y a ce côté très délicat aussi dans les fleurs, dans les plantes. Il faisait des aquarelles aussi, Albrecht Dürer. Ça paraît très moderne pour l'époque. C'est hallucinant. Vraiment une touche très très beau. Alors on nous parle tout le temps de Vassy, mais bon, de Vassy, attention, immense respect, mais on oublie aussi qu'il y a eu d'autres. On va dire que De Vassy, il a un petit peu étouffé aussi les autres, les contemporains de son époque, quoi. On parlait que de lui, mais on a oublié aussi, voilà, Albrecht Dürer, Jérôme Bosch, Bruegel, tous ces gens-là, ils ont été un petit peu, je trouve, étouffés par la notoriété de Léonard de Vassy, quoi. Donc je trouve ça, moi, perso, je trouve ça un peu dommage parce que c'est sûr que Léonard, c'était un génie. Enfin, pour moi, c'était pas un génie à mes yeux, mais pour aux yeux de beaucoup de gens, c'était un génie. Je sais, je vais peut-être choquer quand je vais dire ça. Les gens vont dire, mais t'es fou, c'était un génie de Vassy. Moi, je pense pas que c'était un génie. Pas pour moi, en tout cas. Je pense que c'était plutôt un mec. Je sais plus dans quelle émission j'ai vu ça, mais je crois que le gars avait raison en disant ça. Je pense que c'était plus un initié. C'est-à-dire qu'il a dû subir une initiation, il a dû connaître des choses, c'est sûr. Mais c'était des choses acquises, quoi, qu'il a dû apprendre. Ça j'en suis quasiment certain. C'est sa connaissance sur l'hydraulique. Lui, il était très 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 bon dans le. Par exemple, oui, voilà, l'hydraulique, la circulation des fluides. Ça a été un des premiers à s'intéresser, entre guillemets. Je pense que c'était pas le premier à s'intéresser, mais c'est ce qu'on nous a dit, parce que les Égyptiens le savaient déjà, ça, la circulation des fluides. Donc c'est pour ça que quand on lui met le qualificatif de génie, moi c'est toujours un peu entre guillemets pour moi, hein. Parce que quand on regarde bien dans l'Antiquité, des génies, il y en avait aussi alors dans ce cas. Il y avait Archimède, il y avait, je sais pas, il y avait Ptolémée qui avait un savoir immense, il y avait des génies, dans ce cas, il y en avait quand même pas mal alors, parce que Platon, il fallait être génial aussi pour faire
philosophiques comme Platon, faire des découvertes philosophiques comme Archimède. Enfin, Archimède, c'était plus... comment il s'appelait l'autre, là? Galilée. Alors voilà, c'est pour ça que quand on met tout de suite... De toute façon, moi, à partir du moment qu'on dit que quelqu'un c'est un génie, moi je mets toujours des petites parenthèses, hein, des petites... moi, pour moi, le génie, c'est... Comme dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois, c'est... Je sais pas s'il y a vraiment des génies sur Terre, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont été initiés. Parce que génie, ça voudrait dire que c'est un... C'est quelqu'un qui a une connaissance comme ça de tout, sans passer par l'instruction, quoi. C'est-à-dire que... C'est bien, ça veut dire génie. Ça veut dire que le gars, il a pas appris. C'est quelque chose qui lui est donné, quoi. Donc ce serait ça un génie dans ce cas. Alors pour moi, génie, non. Et Léonard de Vinci, j'ai au risque de choquer beaucoup de gens. Je sais, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais tu te prends pour qui et tout. Peut-être, mais je suis désolé, mais pour moi, à mes yeux, c'est quelqu'un qui avait une énorme connaissance. Mais ces connaissances, elles étaient déjà connues dans une époque antérieure, quoi, à celle de Leonardo. Et nous, on sortait du Moyen-Âge à ce moment-là, donc on était encore dans les guerres, on était encore traumatisé par les guerres, par les trucs comme ça. Et, et ce qui s'est passé, c'est que l'Italie était déjà, ça faisait déjà 200 ans qu'ils étaient dans la Renaissance. Donc les Italiens, entre guillemets, Leonardo, ils en voulaient plus, quoi, parce que lui, Léonard pour les Italiens, c'était... ça représentait une espèce de personnage un peu obsolète, quoi, un peu désuet, parce que il a eu son heure de gloire au début de la Renaissance en Italie, quand il était jeune, vers la vingtaine, notamment avec à l'époque de Laurent le Magnifique. Oh, pas que je dise de bêtises, attention, je risque de me planter, vous me rattraperez. Hein, je crois que c'était Laurent le Magnifique. Et il y avait peut-être encore à l'époque des Borgia et tout, mais peut-être que, attention, hein, peut-être que là je suis peut-être pas super calé dans le... Donc, si je me trompe, vous me... Je sais pas si en Italie c'était Laurent le Magnifique, je sais plus. Je sais plus. Alors voilà, et si vous voulez, à ce moment-là, arrivaient des artistes comme Raffaello, Michelangelo, des artistes. Attention, et puis j'ai aucune note sous les bras, donc je suis en train de vous sortir des trucs. J'espère que je ne raconte pas des conneries sur le truc historique, mais moi, si vraiment il y a des gens calés qui s'y connaissent mieux que moi, dites-moi-le, parce que peut-être que là, sur les dates et tout, peut-être que je sais plus là, donc voilà. Alors, donc il y avait des artistes qui émergeaient à ce moment-là, plus jeunes, qui correspondaient déjà à la Renaissance italienne de cette époque-là. Donc le Leonardo, lui, bon, bah, il était déjà un petit peu, pour les Italiens, il était un peu has-been, quoi, on va dire. Et en plus, Leonardo, quand on lui passait commande, il mettait un certain temps avant d'honorer la commande. Ça pouvait lui arriver de mettre des années pour terminer quelque chose, parce que lui, il était, si vous voulez, il avait un problème, j'allais dire Leonardo DiCaprio. Léonard de Vinci avait un gros problème, c'est qu'il avait du mal à terminer ce qui commençait, quoi. Ça, c'était un gros problème qu'il avait. Comme beaucoup d'hyperactifs. C'est-à-dire qu'il était, par exemple, il commençait une peinture. Alors, je sais pas, on lui passait une commande pour une peinture. Alors, je sais pas si c'était lui qui peignait ou ses élèves. Et
il avait à peine commencé, ça y est, il était déjà sur un autre projet. Dans sa tête, il était déjà ailleurs. Ça y est, c'était fini. Il partait déjà sur un autre truc. Ce qui fait qu'il avait énormément de projets, énormément de- il avait comment on dit, plusieurs cordes à son arc au niveau de la créativité, au niveau de son potentiel artistique, notamment son potentiel. Il savait faire de la musique, il avait des idées politiques, il avait des idées sur la guerre, il avait des idées sur plein de choses à l'époque. C'était la Renaissance, voilà. Et si vous voulez, quand il avait à peine une idée d'un truc, que ça y est, il partait déjà sur un autre truc. Et ça, je crois que le dirigeant de l'époque, alors je sais plus qui c'était, je vais pas vous dire de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises. Lui, ça m'embêtait un petit peu parce que il voulait des gens un peu plus fiables, plus. Alors il a commencé à se lasser de Léonard, et puis en plus Léonard, il semblerait qu'il avait une vie, ça on n'en parle pas trop dans les livres, mais il avait une vie plutôt décousue, entre guillemets, et puis pour apprendre des choses, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'hésitait pas à décortiquer des cadavres, déjà fraîchement, fraîchement morts, quoi. Donc lui, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la morgue, avec son pinceau et ses carnets, et puis bah, il s'amusait à décortiquer les corps et puis à voir ce qu'il y avait dedans, quoi. C'est pour ça qu'il était, c'est ce que je vous dis, c'était quelqu'un qui apprenait. C'est pas un génie comme ça que le savoir lui est venu comme ça, par la grâce de Dieu. Lui, c'était vraiment du travail, c'était quelqu'un qui, son savoir, il l'a reçu par sa curiosité. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Église à l'époque, le Vatican, bah, il ne cautionnait pas ce genre de pratique, parce que le Vatican, à l'époque, je pense qu'ils étaient très croyants encore à cette époque-là. Pas dire que maintenant ils sont plus croyants, mais je pense qu'à l'époque, le Vatican, voilà, il y avait une certaine éthique, il fallait qu'il représente quand même, aux yeux de la chrétienté, une certaine rigueur, quoi, et puis le respect des morts, et puis et tout ça, quoi. Donc, bah, le Léonard, lui, avec ses idées et son envie de savoir, bah, il dérangeait, quoi. Il dérangeait l'Église. L'Église qui était acoquinée au pouvoir de l'époque, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'Italie n'en voulait plus, du Léonard, qui commençait en plus à se faire vieux. Et je pense qu'il devait avoir aussi des soucis, ça on le dit pas dans les livres, mais je pense qu'il a dû être protégé quelque part parce qu'il a dû tellement abuser un peu quelque part le Léonard là, que ben, que l'Italie a dû lui dire bah écoute Pépère, t'es bien gentil, mais si tu veux faire de vieux os, on te conseille d'aller voir du côté de chez François Ier là-haut, en France. Donc c'est ce qui s'est passé. Leonardo est allé rendre visite à François Ier. Donc François Ier, c'était un très grand ami de Léonard de Vassy. Pourquoi il était ami avec Léonard de Vassy aussi? Parce que François Ier, c'était un des rois les plus, comment dire, conquérants de son époque, hein, enfin de l'histoire même, je dirais. Et le plus... Il s'intéressait à tout, François Ier. Ça a été... c'était vraiment quelqu'un de très intelligent, très cultivé, une finesse d'esprit. Enfin, c'était quelqu'un de... C'était pas n'importe qui, quoi. C'était pas n'importe qui. C'était vraiment un roi digne de ce nom, quoi, on va dire entre guillemets, même si moi je cautionne pas tous ces trucs-là, mais c'était un roi
qui voulait vraiment un pays, que la France soit un pays puissant dans le sens intelligence, mais aussi dans le sens de l'armement, de la connaissance, du savoir, de plein de choses. Donc il s'est encoquiné avec le Léonard de Vinci qui lui avait un savoir immense. Alors où est-ce qu'il était chopé ce savoir-là, j'en sais rien. Peut-être chez les anciens égyptiens, parce qu'attention, il voyageait beaucoup à l'époque là. Et il ne faut pas oublier que, soi-disant, la bibliothèque d'Alexandrie avait cramé, hein, vers, je sais pas vers quelle année, vers l'an 400, je sais pas quoi, là. Enfin je ne veux pas que je vous dise de bêtises non plus pour les dates. Il ne faut pas oublier que la bibliothèque d'Alexandrie avait brûlé, et puis qu'il y a une partie des bouquins qui s'était qui avait miraculeusement disparu. Et ben moi je pense que le Vatican a dû se gaver, quoi. L'Italie ont dû faire partie des gens, c'est pour ça qu'ils étaient un peu en avance sur leur temps, parce que ils ont dû faire partie de ceux qui avaient déjà accès à une connaissance des grands anciens de l'Antiquité, enfin, ouais, de l'Antiquité, quoi. Parce qu'il semblerait que la... Attention, hein, j'interprète un petit peu aussi dans ce que je dis, donc il ne faut pas tout prendre. Mais il semblerait que la bibliothèque d'Alexandrie ait été brûlée. Il y en a qui disent qu'elle a été brûlée accidentellement, mais d'autres qui disent qu'elle a été brûlée par les Romains. Il y en a qui disent que les ouvrages, bon, il y a des ouvrages qui ont été sauvés, mais ils n'ont plus jamais réussi à les retrouver. Hum. C'est certain que des gens de cette époque ont dû se gaver, quoi. Donc il y a eu un savoir caché qui n'a pas été... Une partie du savoir qui n'a pas été divulguée. C'est normal d'ailleurs, entre guillemets, parce que le pouvoir, n'importe quel pouvoir qui possède un savoir ne veut pas le partager. C'est logique. Étant donné qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas que d'autres personnes soient au pouvoir à leur place. C'est logique, hein. Je suis désolé de dire ça, ça peut... Vous pouvez vous dire, mais non, il y en a des gens de pouvoir qui sont gentils et tout, mais... Moi, j'y crois pas trop, hein. Si déjà le mot pouvoir, être au pouvoir, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Vous avez déjà compris les ambitions de ces gens-là, quoi. Être au pouvoir, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils veulent des gens qui travaillent pour eux, ils veulent quelque part, ils veulent soumettre le peuple un peu, quelque part. Donc, après, ça se passe plus ou moins bien, hein. Il y a des gens de pouvoir à qui ça se passe bien, et d'autres à qui ça se passe mal. Donc ben là, je pense qu'ils étaient dans une époque florissante de savoir, de plein de choses. C'était le début des traductions. Ils commençaient à se réapproprier l'Antiquité. Après, on revenait à des modes antiques. Donc à la Renaissance, on remet au pinacle les héros de l'Antiquité, comme Hercule, comme voilà, tous ces Diane. Vous voyez, les statues de la Renaissance, il y a beaucoup de références à l'Antiquité quand on regarde bien. Ce qui veut bien dire qu'il y a eu un savoir, il y a eu quelque chose de l'Antiquité qui nous a été transmis. Et bah forcément, ils l'ont suggéré dans l'art, quoi, dans les choses artistiques. Mais le peuple étant un peu ignare, bon ben, à cette époque-là, ils ne se rendaient pas compte du message qui était sous leurs yeux, le message qui était sous leurs yeux sous forme de statuaire ou de peinture ou de tout comme ça, quoi. Ils ne se rendaient pas vraiment compte. Mais nous, maintenant, on commence un petit peu à déchiffrer, on commence un peu à se rendre compte que finalement, c'est sûr qu'à cette époque-là, il devait y avoir des connaissances, des savoirs. À la Renaissance, ils ont dû
plus ils copinaient, quoi. Ils étaient l'Italie qui copinait un petit peu avec la France. On était un petit peu en guerre avec l'Angleterre. Il y a des trucs qu'on ne voulait pas partager. Il y a d'autres trucs, il y avait des mariages avec l'Espagne, il y avait des trucs machin. Donc forcément, ça, il y a eu un savoir partagé entre les puissances et une accélération des connaissances, quoi. Donc voilà. Donc pour revenir à Léonard de Vinci, donc bon, fermons la parenthèse. Donc lui, le Léonard, il a été hébergé au Clos Lucé, un château annexe de François Ier, qui se trouve près de Blois, là, dans la Loire. Ok, donc il a été hébergé 5 ans au château du Clos Lucé, et là, Léonard de Vinci, il était adulé. C'était vraiment la Renaissance pour les Français. Pour les Italiens, il était déjà dépassé par Michel-Ange et tout ça, qui travaillait beaucoup plus vite, qui travaillait, voilà, la chapelle Sixtine et tout. Tout ça, ça a été exécuté très très vite par Michel-Ange, qui était un bourreau de travail, féru de travail. Et donc Leonardo, pour les Italiens, était déjà presque, c'était d'histoire ancienne, quoi. Et nous, on l'a récupéré, donc copain avec François Ier et tout. Et puis à la cour, forcément, les idées, les inventions de Léonard, ça faisait mouche, hein. Donc il inventait des automates, il inventait des choses qui faisaient rire la cour à ce moment-là, parce que on sortait des guerres. Et les gens avaient besoin de se divertir. À la cour, on avait besoin de se divertir. Donc Léonard aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas non plus, mais c'était un petit peu le joyeux drill de l'époque, quoi. Il faisait rire la cour, quoi, un peu, entre guillemets. Et donc, il a vécu 5 ans au Clos Lucé, sous Frais de la Princesse. Et là, il faisait ses petites expériences, ses petites recherches sous la protection du père François Ier. Et alors, j'ai été visiter le château du Clos Lucé il y a 5 ans. Et malheureusement, comme par hasard, le jour où je suis allé, c'est vraiment bizarre, hein. Le jour où je suis allé, sa chambre était fermée. La chambre où Léonard est mort était fermée. Donc c'était vraiment un des seuls trucs que je voulais voir, c'était sa chambre, quoi, où est-ce qu'il a dormi, ou ça. C'était vraiment un truc qui m'aurait intéressé. Puis malheureusement, la chambre était fermée. Ce qui fait que, alors, bon, on a quand même réussi à visiter les jardins, les sous-sols du château, les cuisines. Bon, Leonardo était végétarien, et patati et patata, et patati. Il était écolo, il était machin. Bon, on a mis des petits messages aussi derrière pour faire croire que c'était un mec sympa et tout. Je pense pas qu'il était si sympa que ça, mais bon, voilà, c'est ce qu'on fait passer comme message au château du Clos Lucé. Et donc, il avait ses serviteurs, il avait sa petite boniche qui lui faisait son ménage, et tout. Dans les jardins, il y a un atelier où on voit encore ses inventions, mais attention, c'est pas les inventions d'origine, hein, c'est tout a été refait. Et il semblerait qu'il y ait des anachronismes, et puis qu'ils se soient un peu plantés au Clos Lucé, c'est un petit peu beaucoup c'est du rêve éveillé, quoi, c'est comment les gens se l'imaginent. C'est comment les gens se l'imaginent beaucoup aussi. Et donc, voilà, quoi.
Moi, je pense qu'il est un peu... Bon, je vais dire ce que je pense, hein. Je pense qu'il a été un peu surestimé, cet homme-là. Bon, c'est sûr que moi, je ferais pas le quart de ce qu'il a fait, mais... Je sais pas comment dire, C'est sûr qu'il a gagné en notoriété parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec la Joconde, il y a eu beaucoup de trucs, la Joconde a été volée, machin truc. Donc ça a alimenté le fantasme collectif, la légende. Mais au fond, je sais pas, moi perso, je sais pas quoi penser de ce personnage. Moi je pense qu'il y a été pour beaucoup, à mon avis, François Ier a fait appel aussi à Leonardo pour tout ce qui était technologie par rapport aux avancées martiales, notamment là où Leonardo était très fort, c'était les ponts. Il était très fort dans les ponts, les machins comme ça, et il avait un savoir immense sur l'armement. Mais je pense que ça, on s'en vante pas, mais je pense que Leonardo, il était très fort là-dedans, et il a un petit peu délaissé son côté artiste pour mettre en avant son savoir martial, quoi, pour aider François Ier à garder le pouvoir, quoi. Parce qu'à l'époque, qui maîtrisait la guerre maîtrisait la paix, quoi, entre guillemets. Qui, qui maîtrisait la guerre avait la paix. Ça, n'importe quelle puissance le savent. Si tu as l'armement, si tu as l'armée la plus forte, ben, en général, il n'y a personne ne va venir te casser les pieds. Et donc on s'est servi, à mon avis, il a dû se servir de... Parce que François Ier, c'était quelqu'un de... Ce qui paraît, bon, il était pas attention, hein, il faisait pas les choses... Lui, il calculait pas mal, hein. Donc lui, quand il a sympathisé avec Leonardo Capri... avec Léonard de Vinci, c'est pas parce qu'il avait une belle barbe et des beaux cheveux, c'est parce que je pense que... Voilà, il voulait que son savoir soit partagé. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Je crois que mon tableau, ben, je l'ai terminé là. J'en ai un peu marre, là. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. Donc, je vais vous le montrer. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais peut-être encore faire des retouches plus tard. Mais là, globalement, c'est pas trop mal, on va dire. Peut-être que je vais rajouter des personnages ici, un bateau, je sais pas encore. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Salut les amis.